Qu'est-ce qui reste lorsqu'on doute de tout? Existe-t-il une vérité tellement évidente qu'elle résiste au doute le plus radical? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des phrases les plus célèbres de l'histoire de la philosophie. Je pense, donc je suis. Cette simple maxime, issue des réflexions de René Descartes, a non seulement révolutionné la pensée occidentale, mais continue encore aujourd'hui d'interroger notre rapport à nous-mêmes et au monde. Mais pour comprendre la portée de ces 5 mots, il faut d'abord se plonger dans l'époque et dans l'esprit de René Descartes. Philosophe, mathématicien et scientifique du XVIIe siècle, Descartes est considéré comme le père de la philosophie moderne. À une époque où les certitudes étaient ébranlées par des bouleversements scientifiques et religieux, il s'est lancé dans une quête audacieuse, trouver une vérité absolue, indubitable, sur laquelle fonder tout le reste de la connaissance. Et pour cela, il a adopté une méthode radicale, douter de tout. Les sens peuvent nous tromper, les rêves peuvent nous faire croire à une fausse réalité, et même nos pensées peuvent être influencées par des illusions. Rien ne semble sûr, sauf une chose. Je pense, donc je suis. Cette phrase, aussi simple qu'elle puisse paraître, contient une puissance philosophique qui a traversé les siècles. Mais que signifie-t-elle réellement? Et pourquoi est-elle si importante? Dans cette vidéo, nous allons d'abord explorer le contexte et les origines de cette maxime fondatrice. Puis, nous la déconstruirons pas à pas pour en saisir tout le sens. Enfin, nous examinerons ses implications philosophiques et les critiques qui l'entourent. Alors, préparez-vous à découvrir pourquoi, dans le doute absolu, une seule certitude émerge. Je pense, donc je suis aillé. Pour comprendre la genèse du cogito, il faut se replacer dans le contexte intellectuel du XVIIe siècle. Descartes évolue dans une époque où la tradition scolastique aristotélicienne est remise en question par les nouvelles découvertes scientifiques. Face à cette crise de la connaissance, il entreprend une démarche radicalement nouvelle. Le doute méthodique émerge d'abord d'un constat personnel. Descartes réalise que nombre de ses opinions d'enfance se sont révélées fausses. Cette expérience le conduit à une réflexion plus profonde. Si certaines de nos croyances peuvent être erronées, comment ne pas douter de toutes? C'est ainsi qu'il conçoit une méthode systématique de mise en doute. Ce qui fait l'originalité de sa démarche, c'est la transformation du doute en outil méthodologique. Contrairement aux sceptiques qui doutent pour douter, Descartes utilise le doute comme un instrument pour atteindre la vérité. C'est un doute provisoire et constructif qui vise à identifier ce qui résiste à toute tentative de réfutation. Cette mise en doute s'opère selon une gradation remarquable. D'abord, il remet en question les sens. Nos perceptions peuvent nous tromper. Le bâton qui paraît brisé dans l'eau, les illusions d'optique. Mais là où ses prédécesseurs s'arrêtaient à ce premier niveau, Descartes va plus loin. Il s'interroge ensuite sur la distinction entre veille et sommeil. Comment être certain que nous ne rêvons pas? Les sensations du rêve peuvent être aussi vives que celles de l'éveil. Cette étape fragilise même les vérités qui semblaient résister au doute sensoriel. Enfin, il pousse le doute jusqu'à son paroxysme avec l'hypothèse du malin génie. Un être tout-puissant qui s'emploierait à nous tromper systématiquement, même sur les vérités mathématiques qui nous paraissent les plus évidentes. Ce cheminement vers un doute radical n'est pas gratuit. Il répond à une exigence fondamentale, trouver un point absolument certain sur lequel reconstruire l'édifice de la connaissance. C'est précisément en poussant le doute à son extrême que Descartes va découvrir ce qui y résiste, l'existence de la pensée elle-même. La puissance de cette démarche réside dans son caractère méthodique et sa visée constructive. Le doute n'est plus une fin en soi comme chez les sceptiques, mais un moyen d'atteindre la vérité. C'est en ce sens que le doute méthodique constitue véritablement le point de départ du cogito. Il crée les conditions nécessaires à l'émergence d'une première certitude absolue. Cette approche révolutionne la philosophie en inaugurant une nouvelle méthode de recherche de la vérité, basée sur la raison et le doute systématique plutôt que sur l'autorité et la tradition. Elle pose les fondements de la philosophie moderne en plaçant la subjectivité pensante au cœur de la connaissance. Ce qui me fascine particulièrement dans cette démarche, c'est comment Descartes parvient à transformer un état apparemment négatif, le doute, en un outil positif de découverte de la vérité. C'est un renversement philosophique majeur qui continue d'influencer notre façon de penser la connaissance.
La recherche d'une vérité première indubitable chez Descartes s'inscrit dans un contexte historique et philosophique particulier. Au XVIIe siècle, l'émergence de la science moderne et la remise en question des savoirs traditionnels créent un besoin urgent de refonder la connaissance sur des bases solides. Cette quête se caractérise par plusieurs aspects fondamentaux. L'exigence de certitude absolue. Descartes ne se contente pas d'une simple probabilité ou vraisemblance. Il recherche une vérité qui soit absolument certaine, comparable aux vérités mathématiques. Cette exigence découle de sa formation mathématique et de sa conviction que la philosophie doit atteindre le même degré de certitude que les mathématiques. La méthode architecturale. Descartes conçoit la connaissance comme un édifice qu'il faut reconstruire depuis ses fondements. Il écrit dans les Méditations métaphysiques: il me fallait entreprendre sérieusement une fois en ma vie de me défaire de toutes les opinions que j'avais reçues jusqu'alors en ma créance. Cette métaphore architecturale est cruciale. Comme un architecte qui démolit un bâtiment instable pour le reconstruire sur des fondations solides, Descartes cherche à établir un fondement inébranlable. Les critères de la vérité première, cette vérité doit répondre à des critères spécifiques. Elle doit être auto-évidente, elle doit résister au doute le plus radical, elle doit pouvoir servir de fondement à d'autres vérités, elle doit être immédiatement saisissable. La dimension épistémologique. Cette recherche n'est pas simplement une quête personnelle, mais une entreprise épistémologique visant à établir les conditions de possibilité de toute connaissance certaine. Descartes cherche à comprendre comment nous pouvons savoir que nous savons. L'aspect métaphysique. Cette recherche débouche sur une question métaphysique fondamentale. Qu'est-ce qui peut être considéré comme absolument vrai et certain dans l'ordre de l'être? La vérité première doit non seulement être épistémologiquement certaine, mais aussi ontologiquement fondée. La dimension moderne. Cette quête marque l'avènement de la philosophie moderne en plaçant le sujet pensant au centre de la réflexion philosophique. La certitude n'est plus cherchée dans une autorité extérieure, tradition, religion, mais dans l'exercice même de la raison. La découverte du cogito comme vérité première répond à tous ces critères. Il résiste au doute le plus radical, il est immédiatement évident à l'esprit, il fournit un point d'appui pour reconstruire l'édifice du savoir. Il établit la certitude de l'existence du sujet pensant. Cette recherche d'une vérité première indubitable représente ainsi un moment crucial dans l'histoire de la philosophie, marquant le passage d'une philosophie médiévale à une philosophie moderne centrée sur le sujet pensant. La notion du jeu chez Descartes constitue une rupture radicale avec la tradition philosophique antérieure. C'est l'émergence d'une nouvelle conception du sujet qui mérite une analyse rigoureuse. L'émergence du jeu comme pure conscience. Le jeu cartésien se manifeste d'abord comme une conscience pure, dépouillée de toute matérialité. Dans l'exercice du doute méthodique, alors que tout est remis en question, le monde sensible, les vérités mathématiques, jusqu'à l'existence même de Dieu, émerge cette présence irréductible du sujet pensant. C'est un jeu qui se découvre dans l'acte même de douter comme une évidence première et immédiate. La nature particulière de ce jeu cartésien. Ce n'est pas le jeu empirique de l'expérience quotidienne, mais une instance plus fondamentale. Il est immatériel, sans étendue ni divisibilité. Il est permanent, identique à lui-même à travers le flux des pensées. Il est transparent à lui-même, se saisissant immédiatement dans l'acte de pensée. Il est actif, constamment engagé dans l'activité de la pensée. La dimension réflexive. Le jeu cartésien possède une caractéristique essentielle, la réflexivité. Il est capable de se prendre lui-même pour objet de pensée. Cette capacité d'autoréflexion est cruciale, car elle permet l'accès à une certitude absolue, la découverte de sa propre essence comme chose pensante, l'établissement d'un point fixe pour la connaissance. Les implications métaphysiques. Cette conception du « je » engendre des conséquences métaphysiques majeures. Le dualisme substantiel, l'âme, res cogitant, est radicalement distincte du corps, res extensa, la primauté de la conscience sur toute autre forme de réalité, l'affirmation de l'autonomie du sujet pensant. Les difficultés philosophiques. Cette conception soulève néanmoins des questions cruciales. Comment ce « je pur »
peut-il avoir un rapport au monde matériel? Quelle est la relation entre ce je transcendantal et notre expérience concrète? N'y a-t-il pas une forme de circularité dans cette autofondation du sujet? L'héritage philosophique. L'analyse cartésienne du je a profondément marqué la philosophie moderne. Elle inaugure le tournant subjectif de la philosophie moderne. Elle influence directement Kant et sa conception du sujet transcendantal. Elle nourrit encore les débats contemporains sur la conscience et la subjectivité. Cette déconstruction du je cartésien nous révèle ainsi toute la complexité de cette instance, qui, tout en se donnant comme une évidence première, ouvre sur des abîmes de questionnement philosophique. Le sujet pensant, loin d'être une simple donnée, apparaît comme une construction complexe qui continue d'interroger la philosophie contemporaine. Cette analyse nous montre que le jeu du cogito, loin d'être un simple pronom personnel, constitue une véritable révolution dans la pensée philosophique, inaugurant une nouvelle manière de concevoir le sujet et son rapport à la vérité. Dans la maxime « je pense, donc je suis », le mot-clé « pense » est au cœur de toute la démonstration cartésienne. Mais qu'entend Descartes par « penser » ? Pour répondre à cette question, il est essentiel d'explorer la nature même de la pensée selon le philosophe. Pour Descartes, penser ne se limite pas à raisonner ou à produire des idées abstraites. Penser, c'est tout ce qui relève de l'activité consciente. Cela inclut le doute, l'imagination, la perception, le raisonnement et même la volonté. En d'autres termes, toute activité mentale, qu'elle soit rationnelle ou émotionnelle, relève du penser. Par exemple, lorsque je doute de l'existence du monde extérieur, je pense. Lorsque j'imagine un paysage qui n'existe pas, je pense aussi. Même lorsque je ressens une émotion ou que je prends une décision, cette activité appartient à l'acte de penser. C'est cette compréhension large de la pensée qui donne toute sa portée au cogito. Ce qui est essentiel dans cette définition, c'est que la pensée est toujours consciente. Pour Descartes, il n'existe pas de pensée inconsciente. Si je pense, je suis nécessairement conscient d'être en train de penser. C'est cette conscience qui établit le lien direct entre la pensée et l'existence. Mais pourquoi cette pensée consciente est-elle si importante? Parce qu'elle constitue une certitude immédiate. Même si je doute de tout, je ne peux pas douter que je doute. Ce simple acte de pensée prouve mon existence. Pour Descartes, la pensée est donc la preuve vivante que je suis. Cependant, cette vision de la pensée peut soulever des questions. Qu'en est-il des pensées automatiques ou inconscientes que la psychologie moderne évoque? Si Descartes associe pensée et conscience, comment cela s'articule-t-il avec ce que nous savons aujourd'hui de l'esprit humain? En analysant la nature de la pensée, Descartes établit une base solide pour sa philosophie. La pensée consciente est l'essence même de l'existence. Mais cette interprétation, bien qu'élégante, continue de faire débat. Et cela montre à quel point le cogito reste une source inépuisable de réflexion. Au cœur de la maxime « je pense, donc je suis », le mot « donc » joue un rôle fondamental. Il ne s'agit pas d'un simple connecteur linguistique, mais d'un lien logique qui structure tout le raisonnement cartésien. Analysons cette relation de cause à effet. Le donc établit une déduction, une conclusion immédiate tirée d'un fait évident. Ici, le fait de penser constitue la base, tandis que l'existence en découle comme une conséquence nécessaire. Ce lien logique repose sur un principe simple. Il est impossible de penser sans exister. Pour Descartes, ce donc n'est pas le résultat d'un long raisonnement abstrait, mais une évidence intuitive. Dès que l'on se surprend à penser, à douter ou à se poser des questions, il devient évident que cette activité présuppose une existence. Ce donc cartésien repose sur une nécessité logique, mais il évite deux pièges courants. D'une part, il ne s'agit pas d'une déduction conditionnelle, comme dans un syllogisme classique. Par exemple, tous les penseurs existent. Je pense, donc j'existe. Ce n'est pas de cette manière que Descartes construit son raisonnement. Au contraire, ce donc exprime une certitude immédiate, une intuition directe. Penser et exister sont liés de manière si étroite qu'il est impossible d'imaginer l'un sans l'autre. Dès que je doute, dès que je réfléchis, mon existence est confirmée par cet acte même. Pourtant, ce lien logique a suscité des critiques. Certains philosophes,
comme Bertrand Russell, ont suggéré que le donc pourrait dissimuler une circularité. En affirmant je pense, donc je suis, Descartes présuppose-t-il déjà l'existence du je? En d'autres termes, le donc est-il réellement un lien logique ou une affirmation implicite de ce qu'il cherche à prouver? Cette critique ne remet pas nécessairement en cause la puissance du cogito, mais elle invite à réfléchir sur la manière dont Descartes articule pensée et existence. Le donc devient alors plus qu'un simple lien logique. Il est la clé d'une certitude fondatrice. En somme, ce petit mot donc est bien plus qu'un simple connecteur grammatical. Il exprime la force du raisonnement cartésien, une évidence immédiate et inébranlable. Mais comme nous le verrons, cette certitude n'est pas à l'abri des interrogations philosophiques. La phrase « je pense, donc je suis » aboutit à une affirmation simple mais révolutionnaire « je suis ». Cette conclusion, qui semble évidente, renferme une profonde réflexion sur la nature même de l'existence. Mais que signifie vraiment ce « je suis » dans la pensée cartésienne? Dans le cogito, l'existence n'est pas déduite à partir d'une observation extérieure ou d'une preuve empirique. Elle est une certitude immédiate et intuitive, née de l'acte même de penser. Lorsque Descartes dit « je suis », il ne parle pas de l'existence physique, mais de l'existence en tant que sujet pensant. Ce « je suis » renvoie à l'existence en tant qu'être conscient. Peu importe que le monde extérieur soit réel ou une illusion, peu importe que mon corps existe ou non, dès que je pense, je ne peux pas nier mon existence. L'acte de penser suffit à établir que je suis. Il est également essentiel de noter que ce « je » est le centre de l'expérience cartésienne. Descartes pose ici les bases d'une philosophie centrée sur le sujet. En affirmant « je suis », il ouvre la voie à une réflexion sur l'identité personnelle, sur la conscience et sur la subjectivité en tant que fondement de toute connaissance. Cependant, cette existence comme sujet pensant introduit aussi une distinction importante, celle entre l'esprit et le corps. Pour Descartes, l'existence du « je » en tant qu'esprit pensant est certaine, tandis que l'existence du corps reste à prouver. Ce dualisme, qui oppose la substance pensante, l'âme, à la substance étendue, le corps, deviendra un pilier de sa philosophie. Pourtant, cette affirmation de l'existence à travers la pensée a aussi ses limites. Est-il juste de réduire l'existence au seul fait de penser? Cette perspective pourrait-elle exclure d'autres formes d'existence, comme celle des êtres vivants qui ne pensent pas de manière consciente? En affirmant « je suis » comme une conclusion indubitable, Descartes a établi une vérité qui transcende le doute. Mais cette vérité reste ancrée dans une vision où la pensée prime sur toute autre forme d'être. Une vision qui, encore aujourd'hui, soulève des débats philosophiques. En définitive, le « je suis » de Descartes n'est pas une simple affirmation, c'est une révolution dans la manière de concevoir l'existence. Une existence centrée sur la conscience et affranchie de toute dépendance envers le monde extérieur. Une idée simple en apparence, mais d'une profondeur inépuisable. Dans « je pense, donc je suis », Descartes révolutionne la philosophie en plaçant la conscience au-dessus de l'existence physique. Mais qu'entend-on par cette primauté de la conscience? Pourquoi l'acte de penser devient-il le fondement de toute certitude? Le doute méthodique de Descartes l'amène à remettre en question tout ce qui pourrait être illusoire, les sens, les expériences, le monde extérieur. Pourtant, au milieu de ce doute radical, une seule certitude demeure, celle de la conscience de soi. Lorsque je doute, je suis nécessairement conscient de douter. Cette conscience n'est pas seulement une conséquence de l'existence, elle en devient la condition première. Contrairement à la pensée antique ou médiévale, où l'être était souvent lié à une réalité extérieure, Dieu, la nature ou l'univers, Descartes montre que l'existence commence par la conscience individuelle. Ainsi, la conscience joue un rôle fondateur. Elle est le point d'ancrage de toute connaissance et de toute certitude. Sans elle, aucune perception, aucune expérience, aucune réflexion ne peut être validée. La pensée précède et conditionne l'existence. Voilà ce que signifie la primauté de la conscience. Cette perspective a toutefois suscité des débats. Certains critiques modernes, influencés par les neurosciences ou les philosophies matérialistes, remettent en question cette primauté.
Ils soutiennent que la conscience elle-même dépend d'une réalité physique sous-jacente, le cerveau, le corps ou le monde extérieur. Pourtant, pour Descartes, même si le cerveau ou le monde sont nécessaires à l'existence, ils ne peuvent être certifiés qu'à travers la pensée consciente. La primauté de la conscience reste donc valide, au moins dans une perspective épistémologique. En plaçant la conscience au cœur de l'existence, Descartes offre une nouvelle base à la philosophie, une base ancrée dans le sujet et non dans le monde extérieur. Cette idée, qui semble aujourd'hui évidente, a ouvert la voie à des courants comme l'existentialisme, la phénoménologie ou même la psychanalyse. Dans sa quête d'une certitude indubitable, Descartes établit une distinction fondamentale entre deux réalités qu'il considère comme indépendantes: l'esprit et le corps, ce que l'on appelle aujourd'hui le dualisme cartésien. Mais en quoi consiste cette séparation et quelles en sont les implications philosophiques? Pour Descartes, l'esprit, ou ro cogitant, est une substance immatérielle, caractérisée par la pensée, la conscience et la réflexion. En revanche, le corps, ou res extensa, est une substance matérielle, définie par son extension dans l'espace et régie par des lois mécaniques. Cette distinction repose sur une observation fondamentale. L'esprit et le corps semblent avoir des propriétés incompatibles. L'esprit est immatériel et indivisible, tandis que le corps est matériel et divisible. Pour Descartes, cette différence justifie leur séparation ontologique. Pourtant, Descartes reconnaît aussi que ces deux substances, bien que distinctes, interagissent. Il situe cette interaction dans la glande pinéale, qu'il considère comme le point de contact entre l'âme et le corps. Cette vision, bien qu'innovante pour son époque, soulève des questions complexes sur la manière dont une substance immatérielle peut agir sur une substance matérielle. Ce dualisme a suscité de nombreuses critiques. Certains, comme Spinoza, rejettent l'idée de deux substances distinctes et proposent une vision moniste, où esprit et corps sont simplement deux aspects d'une même réalité. D'autres, influencés par les avancées scientifiques, soutiennent que la pensée n'est qu'une fonction du cerveau, réduisant l'esprit au corps. Pourtant, le dualisme cartésien continue d'alimenter les débats modernes, notamment dans les domaines de la philosophie de l'esprit et des neurosciences. Les questions sur la nature de la conscience, les relations entre le mental et le physique, ou encore les implications éthiques du corps-esprit, trouvent leur origine dans cette distinction cartésienne. Enfin, cette distinction entre esprit et corps reste pertinente dans des domaines variés, allant de la bioéthique à la psychologie. Elle soulève des questions sur l'identité, la responsabilité morale et la nature même de l'être humain. En somme, le dualisme corps-esprit de Descartes, bien que critiqué, reste une pierre angulaire de la philosophie occidentale. Il a ouvert la voie à une exploration approfondie de ce qui fait de nous des êtres à la fois pensants et incarnés. L'une des contributions majeures de Descartes à la philosophie est d'avoir placé la subjectivité au cœur de la quête de la certitude. À travers le cogito, il établit une vérité qui n'a pas besoin de preuves externes pour être validée. Mais en quoi cette subjectivité devient-elle le fondement de toute certitude? En déclarant « je pense, donc je suis », Descartes trouve une vérité indubitable, ancrée dans la conscience individuelle. Contrairement aux vérités fondées sur les sens, qui peuvent être trompeurs, ou sur la logique, qui dépend de présupposés, la vérité du cogito repose uniquement sur l'expérience immédiate de la pensée. Cette expérience est directement accessible et ne peut être mise en doute. Cette approche marque un tournant dans l'histoire de la philosophie. Alors que les penseurs médiévaux cherchaient de souvent la certitude dans des vérités universelles ou divines, Descartes montre que la certitude naît d'abord dans la conscience subjective. Cette bascule de l'objectivité vers la subjectivité redéfinit la manière dont nous comprenons le savoir et l'existence. La subjectivité devient alors le point de départ de toute connaissance. Pour Descartes, rien ne peut être connu avec certitude avant d'avoir été validé par l'expérience de la pensée. Ce fondement subjectif ne se limite pas à l'existence, mais s'étend à toutes les vérités qui en découlent. Cependant, cette subjectivité soulève des questions. Est-il suffisant de fonder la certitude sur la conscience individuelle? Certains critiques, comme les empiristes, objectent que l'expérience sensorielle joue un rôle central dans la formation de nos connaissances. D'autres, comme les existentialistes,
prolonge cette réflexion en montrant que la subjectivité n'est pas seulement un fondement, mais aussi un défi, car elle confronte l'individu à sa liberté et à sa responsabilité. Aujourd'hui, cette insistance sur la subjectivité continue d'influencer de nombreux domaines, de la phénoménologie, avec Husserl et Heidegger, à la psychologie, en passant par les débats sur la conscience en intelligence artificielle. Elle soulève des questions sur ce que signifie connaître et sur la place de l'individu dans la construction du savoir. En plaçant la subjectivité au fondement de la certitude, Descartes a ouvert la voie à une philosophie centrée sur l'individu pensant, une révolution qui continue de résonner aujourd'hui, à la croisée des sciences, des arts et de la pensée critique. Si je pense, donc je suis, semble offrir une certitude indubitable, certains philosophes et critiques ont pointé une possible faiblesse logique dans le raisonnement de Descartes, une circularité implicite. Mais en quoi consiste cette circularité ? La critique repose sur une question simple. Comment Descartes peut-il affirmer l'existence de sa pensée sans déjà présupposer son existence ? En d'autres termes, l'énoncé « je pense » suppose un « je » qui existe déjà pour penser. Le cogito semblerait donc s'appuyer sur ce qu'il cherche à prouver. Selon cette critique, le raisonnement de Descartes ne serait pas purement déductif. Plutôt que de découvrir une vérité nouvelle, il ne ferait que reformuler une évidence implicite. Pour penser, il faut exister. Cela pourrait nuire à la prétention du cogito d'être une vérité première, indépendante de tout présupposé. Cependant, Descartes lui-même répond à cette objection. Pour lui, la conscience de la pensée ne nécessite pas d'être déduite. Elle est une expérience immédiate et intuitive. L'existence n'est pas d'une hypothèse, mais une certitude directement liée à l'acte de penser. Cette défense repose donc sur la nature auto-évidente du cogito, qui échappe à une logique formelle stricte. Certains philosophes, comme Husserl, voient dans cette critique une mauvaise interprétation de Descartes. Ils soulignent que le cogito n'est pas un raisonnement linéaire, mais une intuition phénoménologique, où la pensée et l'existence se révèlent simultanément. Pourtant, cette question de circularité reste pertinente aujourd'hui, notamment dans les débats sur les fondements de la connaissance. Les sceptiques modernes remettent en question la capacité de l'introspection à fournir des vérités universelles. Peut-on vraiment se fier à une certitude aussi subjective ? En somme, la possible circularité de l'argument du cogito illustre les limites d'une pensée fondée sur la subjectivité. Elle soulève des questions fondamentales sur la manière dont nous établissons des certitudes. Doivent-elles être absolument logiques ou peuvent-elles se fonder sur des intuitions immédiates ? La circularité potentielle du cogito n'invalide pas nécessairement son rôle dans la philosophie moderne, mais elle en montre les fragilités et invite à un examen critique. En dévoilant ces tensions, Descartes a peut-être involontairement ouvert la voie à une réflexion plus profonde sur les limites du savoir humain. En affirmant « je pense, donc je suis », Descartes établit une certitude indubitable, l'existence du sujet pensant. Mais cette certitude soulève une question fondamentale. Que peut-on dire de l'existence des autres, ou même du monde extérieur ? Cette interrogation conduit à une critique majeure du cogito, le solipsisme. Le solipsisme est une position philosophique selon laquelle on ne peut affirmer l'existence que de son propre esprit. Le raisonnement cartésien, en se fondant exclusivement sur la subjectivité, semble condamner le penseur à une forme d'isolement métaphysique. Si seule ma pensée prouve mon existence, alors comment puis-je être certain que d'autres consciences ou une réalité extérieure existent ? Cette critique repose sur un paradoxe. Le cogito, en établissant une base solide pour la connaissance, semble également poser une barrière infranchissable entre le sujet et le monde. Pour Descartes, la connaissance de l'extérieur viendra plus tard, grâce à l'intervention de Dieu. Mais cette solution divine n'a pas convaincu tous les philosophes. Des figures comme Hume ou Kant ont mis en avant les limites d'une connaissance purement introspective. Pour eux, le cogito cartésien, bien qu'inspirant, reste insuffisant pour établir une véritable relation avec le monde extérieur. Hume, par exemple, insiste sur l'importance des perceptions sensorielles, tandis que Kant propose que notre esprit structure activement le réel pour le rendre intelligible. D'autres philosophes,
comme Husserl ou Heidegger, ont abordé le problème différemment, en se concentrant sur l'interaction entre le sujet et le monde. Pour eux, la conscience n'est pas isolée, mais toujours en relation avec un horizon ou un contexte. Cette approche phénoménologique tente de dépasser le solipsisme cartésien en montrant que la pensée implique toujours une ouverture vers l'extérieur. Aujourd'hui, la question du solipsisme continue d'alimenter les débats, notamment dans les domaines de la psychologie et de l'intelligence artificielle. Si nous ne pouvons être certains que de notre propre pensée, qu'est-ce que cela signifie pour nos interactions avec les autres? Nos technologies, comme les IA, ont-elles une conscience comparable à la nôtre? En définitive, le solipsisme soulève des questions sur la manière dont nous concevons la réalité et notre rapport aux autres. Bien que Descartes n'ait pas résolu cette problématique, son cogito a ouvert la voie à des réflexions profondes sur la nature de la subjectivité et de l'altérité. Le solipsisme est à la fois une critique du cogito et un témoignage de sa puissance. En recentrant la philosophie sur le sujet pensant, Descartes a donné naissance à une réflexion qui dépasse son propre système, questionnant la place de l'individu dans un univers qu'il cherche à comprendre. Le cogito de Descartes, bien qu'incontournable, n'a pas échappé aux critiques des penseurs modernes et contemporains. Alors que les critiques classiques s'interrogeaient sur la logique et les implications métaphysiques du « je pense, donc je suis », les analyses contemporaines se concentrent sur ses limites dans un monde en constante évolution. L'un des premiers à remettre en cause le cogito est Friedrich Nietzsche. Pour lui, la phrase « je pense, donc je suis » repose sur des présupposés problématiques, notamment l'existence d'un jeu stable et d'un acte de pensée défini. Nietzsche critique cette vision essentialiste en affirmant que le jeu est une construction linguistique, un simple masque pour des processus complexes qui ne peuvent être réduits à une seule unité. Heidegger, quant à lui, reproche au cogito d'abstraire le sujet de son rapport au monde. Dans Être et temps, il insiste sur le fait que l'existence humaine est avant tout un être au monde, une réalité indissociable de son contexte et de ses interactions. En isolant le sujet pensant, Descartes aurait ainsi manqué l'essence de l'existence humaine. Plus récemment, les penseurs postmodernes et les sociologues ont critiqué le cogito pour son individualisme. Dans une société globalisée et hyperconnectée, la pensée cartésienne apparaît comme dépassée. Des auteurs comme Michel Foucault ou Judith Butler soulignent que l'identité n'est pas seulement le fruit d'une introspection individuelle, mais aussi le produit de structures sociales, culturelles et discursives. Dans le domaine de la technologie, les débats autour de l'intelligence artificielle posent également des questions au cogito. Si une machine peut penser, peut-elle aussi affirmer « je pense, donc je suis » ? Cette question met en lumière les limites d'une définition de l'existence basée uniquement sur la pensée rationnelle, sans prendre en compte des éléments comme la conscience, l'émotion ou l'intentionnalité. Ces critiques contemporaines ne cherchent pas nécessairement à invalider le cogito, mais à le replacer dans un contexte élargi. Elles invitent à dépasser une vision individualiste et décontextualisée de la pensée pour embrasser des perspectives plus globales, interconnectées et dynamiques. En définitive, le « je pense, donc je suis » reste un point de départ, mais il ne suffit plus pour répondre aux interrogations complexes de notre époque. La pensée contemporaine continue de le transformer en explorant de nouvelles voies pour comprendre l'existence et la pensée dans un monde en perpétuel changement. Le cogito, malgré ses critiques, conserve sa place comme une pierre angulaire de la philosophie, mais il appartient aux générations suivantes de l'adapter, de le questionner et d'en élargir la portée pour répondre aux défis d'aujourd'hui. Nous avons exploré la genèse de cette idée dans le contexte du doute méthodique, avant de déconstruire chaque élément de la formule pour en saisir toute la profondeur. Nous avons aussi examiné ses implications philosophiques majeures, comme le dualisme corps-esprit et la primauté de la conscience, tout en considérant ses critiques, de la circularité logique au solipsisme, jusqu'au débat contemporain. Le cogito reste une pierre angulaire de la pensée occidentale. Pourtant, à mesure que les siècles ont passé, ses limites sont devenues plus visibles. Les critiques modernes et contemporaines ont remis en question son isolement subjectif, son individualisme et son adéquation avec les défis d'un monde globalisé et technologique.
Mais que reste-t-il du cogito aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle ou de la philosophie postmoderne? Si la pensée cartésienne a façonné notre conception de l'identité et de l'existence, ces nouveaux paradigmes remettent en question l'idée même d'un sujet pensant autonome. L'intelligence artificielle, par exemple, soulève des interrogations sur la nature de la pensée et de la conscience. Si une machine peut simuler la pensée, peut-elle aussi revendiquer son propre cogito? De même, les penseurs postmodernes, en insistant sur l'influence des structures sociales et culturelles, brouillent les frontières entre l'individuel et le collectif. Peut-on encore penser l'existence comme une expérience strictement personnelle ou devons-nous la repenser dans un cadre plus interconnecté? Ainsi, si le je pense, donc je suis de Descartes marque un début, il ne clôt pas le débat. Il nous invite au contraire à poursuivre cette réflexion, à adapter cette idée à un monde en perpétuelle transformation. Et vous, que pensez-vous? Quelle place donner au cogito dans nos réalités modernes?